Imaginez, un homme entre dans une maison tranquille de Memphis. Quelques minutes plus tard, toute une famille est anéantie. 6 morts, 3 enfants laissés pour morts, mais miraculeusement vivants. Et le responsable? Un homme que les victimes connaissaient. Un homme en qui elles avaient confiance. Aujourd'hui, on revient sur le pire massacre de l'histoire de Memphis, l'affaire Jesse Dodson et le drame de Leicester Street. Abonne-toi maintenant parce que cette histoire va te marquer. Le 19 décembre 1974, dans la ville de Memphis, Tennessee, naît un enfant qui deviendra des années plus tard le nom le plus sombre de l'histoire criminelle locale, Jesse Dodson. Dès le départ, son environnement est instable. Son foyer n'est pas un refuge, mais un champ de tension permanente. Son père est violent. Sa mère, dépassée, quitte parfois la maison pendant plusieurs jours. À une occasion, elle part pour un voyage religieux et revient avec un nouvel homme dans sa vie. Pour les enfants, cela signifie encore plus d'instabilité. La famille vit dans la pauvreté, les vêtements sont usés, les moyens sont limités. À l'école, Jesse est moqué. On se moque de ses habits, de son apparence. Il devient la cible idéale. Progressivement, il développe un profond ressentiment. Il sèche les cours pour éviter l'humiliation. Il redouble la 4e année. À 16 ans, il abandonne totalement l'école. Mais au-delà des difficultés sociales, ce sont ses réactions qui inquiètent. Très jeune, il adopte un comportement agressif. À 15 ans, il menace sa propre mère. Il frappe un adolescent de 13 ans et lui réclame de l'argent. Il casse des portes, perce des trous dans les murs lors de disputes familiales. Un jour, la police l'arrête alors qu'il transporte un fusil à canoncier et une arme de poing. La violence n'est plus seulement une réaction, elle devient une habitude. En 1994, à seulement 19 ans, il franchit une limite irréversible. Lors d'un conflit lié à une transaction de drogue, il abat un homme d'une balle dans la tête. Il est arrêté, puis accepte un accord de plaidoyer, 18 ans de prison. Il en purgera 14. En détention, il se renferme, il reçoit peu de visites. Il parle peu, mais lorsqu'il parle, c'est pour évoquer son frère. Selon des témoignages, Jesse nourrissait depuis longtemps une amertume envers sa famille et particulièrement envers Cécile. Pendant ses 14 années de prison, il recevait très peu de visites. Il avait peu de soutien. Il parlait souvent de « faire quelque chose à son frère en sortant ». Certains proches ont expliqué que Jesse se sentait abandonné. Il aurait estimé que sa famille, et surtout Cécile, ne l'avait pas assez aidé pendant son incarcération. Selon un ancien codétenu, il répétait qu'à sa sortie, il réglerait ses comptes et ne laisserait aucun témoin. Ces paroles, à l'époque, semblent être celles d'un homme amer, mais elles deviendront plus tard terriblement prophétiques. Le 27 août 2008, après 14 longues années derrière les barreaux, Jesse retrouve la liberté. Officiellement, il est sous condition. La moindre infraction pourrait le renvoyer en prison. Mais en janvier 2008, sa libération conditionnelle prend fin. Il est désormais totalement libre. Il s'installe chez sa sœur à Memphis. Il travaille comme peintre avec son père. Extérieurement, il semble vouloir se reconstruire. Il reprend contact avec son frère cadet, Cécile. Cécile vit au 722 Leicester Street, dans le quartier de Binghamton. Il partage la maison avec sa compagne Marissa Williams et leurs enfants. Il travaille comme agent de maintenance. La vie n'est pas parfaite, mais elle avance. Entre les deux frères, les retrouvailles semblent cordiales. Ils jouent aux cartes ensemble. Ils se voient régulièrement. Mais derrière les sourires, quelque chose persiste. Un soir de janvier 2008, après une partie de cartes, Jesse enfile la veste de cuir de son frère et s'apprête à partir avec. Cécile l'arrête. Une dispute éclate. Les détails restent flous, mais cet incident montre que la tension est toujours là, sous la surface. Puis arrive le week-end du 1er mars 2008. La famille se réunit pour regarder un match de basket de l'université locale. L'ambiance est détendue. Le père passe dire bonjour. Des amis viennent. On parle. On rit. On mange. Rien ne laisse présager l'horreur. Mais dans la nuit, tout change. Dans les premières heures du 2 mars 2008, une dispute éclate entre Jesse et Cécile. Les raisons exactes ne sont pas totalement claires. Peut-être un vieux ressentiment, peut-être une frustration accumulée depuis des années. La dispute devient physique. Puis Jesse sort une arme semi-automatique. Il tire sur son frère à plusieurs reprises. Cécile s'effondre. À cet instant, au lieu de fuir, Jesse prend une décision glaçante. Il ne laissera aucun témoin. Il tire sur Marissa.
Il abat les 2 adultes présents. 4 adultes perdent la vie. Puis il se tourne vers les enfants. Quand il n'a plus de munitions, il utilise des objets trouvés dans la maison. L'attaque est brutale, méthodique. Il dira plus tard qu'il avait épuisé ses balles. Le petit CJ, âgé de 9 ans, tente d'appeler les secours. Il voit son oncle à la porte. Il survit malgré des blessures extrêmement graves. 2 autres enfants survivront également, contre toute attente. Après les crimes, Jesse essaye de maquiller la scène. Il déplace des corps, il récupère des douilles, il place de la drogue près des victimes pour faire croire à un règlement de compte de gang. Puis, il quitte les lieux à bicyclette. Le plus choquant, il va dîner au restaurant ce soir-là. Le lendemain, il part travailler. Pendant plus de 40 heures, personne ne découvre l'horreur. Les voisins ont entendu des coups de feu, mais dans ce quartier, ce n'est malheureusement pas inhabituel. Le 3 mars, un policier entre dans la maison pour un contrôle. Ce qu'il découvre restera gravé dans sa mémoire à jamais. Au départ, la police pense à un règlement de compte lié à un gang. Cécile avait des liens avec les Gangster Disciples. Cette hypothèse semble logique. Mais le 7 mars 2008, un tournant survient. CJ, l'enfant survivant, est enfin capable de parler aux enquêteurs. Il ne désigne pas un gang, il ne parle pas d'inconnu, il nomme son oncle, Jesse Dodson. L'arrestation est immédiate. Face aux enquêteurs, Jesse finit par avouer. Il reconnaît les meurtres, y compris ceux des enfants, expliquant qu'ils étaient témoins. Mais lors du procès en 2010, il change totalement de version. Il plaide non coupable. Il affirme qu'il se cachait sous un lit pendant que d'autres tiraient. Il dit avoir avoué sous pression. La défense évoque l'absence d'ADN direct. Elle parle d'empreintes inconnues. Elle suggère une implication de gang. Puis, CJ prend la parole au tribunal. Âgé de 11 ans à ce moment-là, il raconte calmement ce qu'il a vu. Il identifie clairement son oncle comme l'attaquant. Son témoignage bouleverse la salle. Et le jury écoute. Le 11 octobre 2010, après plusieurs semaines de procès, le jury rend sa décision. Jesse Dodson est reconnu coupable de 6 meurtres au premier degré et de 3 tentatives de meurtre. Dans la salle d'audience, le silence est lourd. Les familles des victimes retiennent leur souffle. Le lendemain, la phase de condamnation est rapide. En moins de 2 heures de délibération, les jurés estiment que les circonstances aggravantes dépassent tout élément atténuant présenté par la défense. La sentence tombe. La peine de mort. 6 condamnations à mort, une pour chaque victime décédée. À cela s'ajoutent 120 années supplémentaires pour les 3 enfants survivants. Le juge confirme officiellement la décision quelques semaines plus tard. Pour la ville de Memphis, c'est un moment historique. Jamais un détenu dans le Tennessee n'avait cumulé autant de condamnations à mort. Jesse est transféré au pénitencier de haute sécurité Riverbend à Nashville, où il est placé dans le couloir de la mort. Isolement, procédure stricte, attente interminable, la vie y est rythmée par les appels judiciaires. Car l'histoire ne s'arrête pas au verdict. Depuis sa cellule, Jesse multiplie les recours. Il affirme que ses aveux ont été obtenus sous pression. Il soutient que son avocat n'a pas assuré une défense efficace. Il remet en question la fiabilité du témoignage de CJ, évoquant son jeune âge et son état médical au moment des faits. En 2024, il dépose une requête massive pour tenter d'annuler sa condamnation et sa peine capitale. Mais en face, le témoignage de CJ reste constant. Devenu plus âgé, il maintient publiquement sa version des faits. Pour lui, il n'y a aucun doute possible. Cette constance a toujours pesé lourd dans l'opinion publique. Aujourd'hui encore, l'affaire continue de diviser. Certains estiment que la justice a été rendue à la hauteur de l'horreur du crime. D'autres débattent de la peine de mort et de la possibilité d'erreurs judiciaires. Pourtant, une chose reste incontestable. Le massacre de Leicester Street a laissé une cicatrice profonde dans toute la ville de Memphis. Une tragédie familiale devenue un symbole et un dossier judiciaire qui continue de faire parler, même année après année. Cette affaire pose une question troublante. Peut-on vraiment échapper à son passé ? Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi pour découvrir d'autres affaires qui ont bouleversé le monde. Et toi, que penses-tu du verdict ?